Allô, allô, c'est Karine du blog et du compte Instagram Mon Coin Lecture et aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de mes pet peeves littéraires. Je vais vous parler des affaires qui m'énervent, qui me tapent sur le système, qui me rendent folle. Bref, ces petites et grandes choses qui peuvent faire que dans mon cas à moi, la lecture va être moins bonne. Je pense pas avoir besoin de mettre de disclaimer. Je pense que c'est assez clair que les choses qu'une aime peuvent taper sur le gros nerf à l'autre et vice-versa. Aucun jugement, c'est moi avec moi. Je semble être en feu pour les vidéos ces temps-ci. Est-ce que ça va durer? Mais si vous aimez ça, encouragez-moi en mettant un pouce en l'air ou en vous abonnant à la chaîne, ça fait plaisir. Alors, allons-y gaiement. La chose qui m'énerve vraiment beaucoup dans un roman, je pense que si vous m'écoutez, vous allez le savoir, vous allez le deviner, vous me direz si vous avez deviné, c'est quand le message, avec un grand M, prend le pas sur l'histoire. Bon, il faut pas se tromper, j'aime les romans engagés. J'aime que l'auteur essaie de faire passer des messages, j'aime qu'il y ait des thèmes qui soient abordés, des discussions qui soient ouvertes. Ça, j'aime ça. Ce que j'aime pas, c'est quand on sent que le roman est un prétexte pour marteler et marteler un message. Ça m'énerve parce que je me dis, j'ai compris la première fois. Pourquoi on est rendu à la 14e répétition où on répète les choses de manière un petit peu différente au cas où j'aurais pas compris? Ça m'agresse. En fait, je suis opposante, de façon générale dans la vie. Dès que je sens qu'on essaie de me pousser une idée dans la gorge, je réagis et je me braque. Et là, je suis capable de réagir à des idées avec lesquelles je suis d'accord. C'est à ce point-là. Dès que j'ai l'impression qu'on essaie de me faire la morale, on dirait que ça passe plus. Puis là, je vais lever les yeux au ciel, je vais dire, bon, encore une fois. Par contre, dans les essais, c'est une autre histoire. Les essais, ça passe. J'aime que les essais aillent plus loin dans les idées, les creusent, montrent plusieurs aspects d'une même situation, plusieurs points de vue, donnent de nombreux exemples. Ça, je vais aimer ça. Mais pas dans les romans. Quand je lis un roman, c'est pas ça le contrat. Tu sais, j'ai pas signé pour ça. Mais là, j'en entends penser. Mais voyons, Karine, tu aimes les classiques. Et pourtant, dans les classiques, il y a plusieurs pages qui essaient de nous pousser une idée dans la tête. Anna Karénine, je pense à toi, avec tes 200 longues pages sur l'agriculture russe. Et même Victor Hugo, avec l'architecture de Paris dans Notre-Dame de Paris. Mais on dirait que c'est pas pareil parce que c'est pas à moi qu'on fait la morale. Ces auteurs-là, ils s'adressaient pas à moi comme lectrice, ils s'adressaient aux gens de leur époque qui avaient des idées différentes, qui avaient un point de vue différent. Le bagage, le contexte, les idées, la philosophie, bref, c'est pas à moi qu'on s'adresse. Et au contraire, je trouve ça intéressant parce que ça me permet de voir comment on pensait à cette époque-là, c'était quoi les enjeux sociaux, c'était quoi les problématiques, et ça me permet de comprendre l'époque. Fait que j'aime ça. Dans les classiques. Pas dans les romans contemporains parce que ça fait tellement partie de mon quotidien que c'est comme ça, c'est... Puis en plus de ça, dans les classiques, là, souvent, c'est un genre de truc bien chunky. Là, genre 200 pages, ils vont te parler de ça pendant 200 pages. Tu sais, si tu trouves ça vraiment plate, là, tu le passes. C'est pas grave. Mais quand on arrive avec les romans contemporains, aussi dilués à chaque dialogue, où il y en a partout, tu peux pas y échapper et tu relis 89 fois la même chose. Et ça me fatigue. Ça me fatigue, là. Ceci dit, je le sais qu'il y a de nombreux lecteurs qui adorent ça. Les romans qui sont très engagés, où les messages sont très clairs, sont très explicites. C'est bien correct, là. C'est juste que moi, je suis pas le public pour ce genre de roman-là. Deuxième chose, ce qu'on appelle en anglais le show, not tell. À bien réfléchir à mon truc, je pense que j'ai de la difficulté avec tout ce qui est trop explicite. Je pense que comme lectrice, j'aime ça me faire ma propre idée, faire mes suppositions. J'aime ça déduire le caractère des personnages et les relations entre les personnages en les voyant agir dans leur quotidien, en voyant les décisions qu'ils prennent, en les voyant dans leur atmosphère de tous les jours. En plus de ça, ça me permet de me plonger dans l'histoire, de me laisser couler dans le monde que l'auteur a créé et j'y suis vraiment. Donc pour ça, j'ai besoin de voir les choses, j'ai besoin de voir les actions, de voir les relations. Fait que quand c'est pré-mâché, expliqué, explicité, argumenté pour tout, ça m'énerve, j'ai l'impression qu'on me prend pour une conne. Genre comme auteur, penses-tu vraiment que s'il y a des personnages qui se disent des horreurs puis qui s'engueulent depuis 3 pages, penses-tu vraiment que ton lecteur est trop deux de pique pour se rendre compte qu'il était pas content?
As-tu vraiment besoin d'écrire après « Elle était furieuse ». J'ai pas besoin qu'on m'explique en détail chacune des petites motivations de chacune des actions de chacun des personnages. Je suis capable de comprendre toute seule. Parce que, ah oui, imaginez-vous que j'aime me faire ma propre idée des personnages. Je déteste qu'on me dise quoi penser d'un personnage. Puis le pire, c'est quand l'auteur nous décrit un personnage, mais que ça ne fit absolument pas avec toutes ses actions. Là, tu te dis, mais pourquoi? Genre le personnage qui est censé être hyper intelligent, mais qui a tout devant lui, qui ne voit jamais rien. Tu te dis, OK, c'est beau. Il y a probablement eu des erreurs dans les tests. Ou le personnage qui est censé être généreux, mais qu'à toutes les fois qu'elle donne quelque chose, elle en veut à la personne puis elle se plaint sans arrêt. Ou on en parle de la personne humble, mais qui passe son temps à se vanter puis qui prend tous les autres de haut. Genre, il faut que ça fitte. Montrez-moi les choses et laissez-moi le soin de tirer mes conclusions et mes propres déductions. Fait que oui, j'aime ça, les longs romans d'atmosphère. Ouais. Troisième chose, trop d'adverbes, trop d'adjectifs. C'est encore une fois quelque chose que je dis souvent. Et en y pensant, ça a surtout rapport avec les dialogues, en fait. Moi, je suis vraiment difficile avec les dialogues. Quand je lis quelque chose genre « persifle-t-il méchamment ». Bon, le mot « méchamment », j'ai de la misère avec, il me fait tiquer à toutes les fois que je le vois. Ou encore « crie-t-il mesquinement avec une voix horriblement violente ». Vous trouvez pas que c'est trop? Tu sais, j'ai l'impression de lire une composition d'enfants d'école où le professeur avait mis comme job d'ajouter des adjectifs puis des adverbes. Ça me donne cette impression-là. C'est arrivé que ça passe. Ça arrive. Quand le roman a un souffle, là, ça peut passer. Genre dans Perdido Street Station, ça l'a passé. Il y avait beaucoup d'adjectifs. Mais demandez-moi pas de définir c'est quoi un souffle, par contre. Je serais bien en peine. Puis tu sais, dans les dialogues, là, ça m'énerve quand les personnages répètent sans cesse leur prénom en se parlant, surtout quand ils sont juste deux. Quand vous parlez à quelqu'un, vous autres, vous répétez-tu son prénom tout le temps? Parce que pas moi. C'est comme, à moins que je vais attirer son attention. Non, j'y parle, tout simplement. Ah oui, ben les ainsi, c'est comme, dis la petite femme rousse aux grands yeux. Souffla le détective avec un chapeau jaune. Ça me gosse. J'ai vraiment l'impression de lire des compositions d'enfants d'école. Ah oui, ce qui m'énerve aussi dans les discussions, quand deux personnages commencent à se raconter un événement qu'ils connaissent parfaitement tous les deux, mais brusquement, ça sort de nulle part, ils ressentent le besoin de se le raconter en détail. Genre, nous exposons l'histoire au lecteur, mais dans une conversation. Penses-tu vraiment que je vais croire ça? Qui fait ça? À part quand t'es trop saoul puis que tu te racontes tes autres brosses d'avant où tout le monde était là. Ouais, des fois, il y a ça. Des fois. Et on est loin des adverbes et des adjectifs, hein? Numéro 4. Les romans avec des pensées bienveillantes qui ne le sont peut-être pas tant. Ici, je parle de romans, OK? Ou de certains livres de développement personnel déguisés en romans. Je vous le dis, je vais m'en rendre compte, faites pas ça. Moi, je les appelle les romans de morale à Saint-Saëns. Ce qui est embêtant avec ces romans-là, c'est qu'au départ, ça semble bienveillant, ça semble promouvoir des différentes façons de penser, mais en fait, pas tant. Parce que plus tu lis, plus tu te rends compte que la seule bonne façon de faire et de penser, selon ces romans-là, c'est la leur. Et tous les personnages qui ne pensent pas comme eux, bizarrement, ils finissent mal, c'est des méchants, ou alors ils trouvent la rédemption avec un grand R quand ils adhèrent finalement à ces idées-là. Et ça m'énerve parce que souvent dans ces romans-là, on parle de sortir du cadre, de suivre ses rêves. Mais pour certaines personnes, c'est carrément anxiogène de faire ça. Vous savez, s'il y avait une bonne méthode de pensée pour tout le monde, ça se saurait. Donc, même si l'idée est bonne à la base, les romans qui vont juger, qui vont ridiculiser tous ceux-là qui pensent pas comme eux, ça me fatigue. Ça, là, c'est typiquement le genre de roman que je vais pitcher au bout de mes bras. Numéro 5. Les répétitions. Je l'ai dit plusieurs fois, j'ai un cerveau bizarre et une mémoire stupide. Donc, je remarque des détails. S'il y a un mot qui est utilisé trop souvent, je vais le voir. Surtout si c'est un mot bizarre. Genre, Twilight avec marmoréen. Oui, je te vise. Par contre, même si c'est pas bizarre, je vais m'en rendre compte. J'ai été bêta-lectrice pour plusieurs copines et mes annotations dans la marge, c'était Safal x1, Safal x2. Bref, je compte, j'ai pas le choix. Parce que quand je commence à avoir un mot trop souvent, ça se fait tout seul, j'y pense même pas. Je commence à compter. Puis,
Comme j'ai une mémoire étrange, il n'y a aucun danger que je perde mon spot, là. C'est sûr que je me rappelle où est-ce que je suis rendue. Et là, ce qui arrive, c'est que je vais beaucoup moins accorder d'importance au fond, puis je vais juste me fixer sur la forme puis sur le truc qui me gosse. C'est pas bon. Ça peut pas être bon. Quand il y a vraiment d'autres choses dans le roman, des choses qui m'intéressent, ça peut passer. Genre récemment, j'ai beaucoup aimé un roman où j'ai lu 144 fois le mot « désir ». Mais je l'ai compté quand même. Mais j'ai aimé ça. Mais de façon générale, ça gosse. Numéro 6, et non le moindre, les miracles de l'amour. Genre, the power of love. Vous connaissez ça? C'est vrai que l'amour, c'est beau, c'est puissant, c'est merveilleux, mais ça ne règle pas tous les problèmes. C'est pas vrai, ça marchera pas. Même chose pour les bébés, tu sais, la maternité, c'est beau, il paraît que c'est super puissant, je suis pas mère, je sais pas, mais ça réglera pas tous les problèmes non plus, c'est impossible, ça se peut pas. Alors, quand un roman finit comme ça, moi, je viens dans tous mes états. Je fais... Genre, l'amour, là, c'est pas vrai que ça va guérir un problème de santé mentale. C'est pas vrai que l'afflux d'endorphines va faire que tu n'auras plus besoin de prendre ta médication que tu prends depuis 10 ans. C'est pas vrai. Ça marche pas. Croyez-moi sur parole, même quand on est amoureuse, on reste anxieuse. Vous voyez le genre, là, le personnage fait une dépression majeure, mais il y a un bel homme qui passe en chest et qui la regarde avec son regard de braise. Fini! On est guéri? Une enfance horrible, des viols à répétition, à la peur de tous les hommes. Mais sa main à lui est tellement douce. C'est terminé. Le traumatisme, il est fini. On a un personnage qui bégait. Tout ce qu'il fallait, c'était sa langue à lui, qui soit si douce pour s'enrouler autour de la sienne et qui guérisse son bégaiement. Et oui, je l'ai déjà vu. Mais le pire que j'ai vu, et c'est pas une blague, c'est un personnage qui avait la dystrophie musculaire, qui a été miraculeusement guéri et qui marchait du jour au lendemain suite à une partie de jambes en l'air particulièrement intéressante. C'était tellement époustouflant, tellement merveilleux que ça avait décoincé ses muscles. Je niaise pas, c'est vrai. Il va falloir canoniser ce pénis. C'est comme la sainte bite. Numéro 7, et là c'est vraiment moi, les personnages qui se plaignent sans arrêt. Il n'y a rien à faire, je suis pas capable. Je fais pitié, plaignez-moi, tout le monde est les méchants avec moi. Il faut vraiment me dire que je suis forte, que je suis bonne, que je suis merveilleuse parce que personne n'est gentil. Mais je suis pas capable. Le personnage qui est persécuté par tout le monde, agressé tout le temps et qui dit sans arrêt « Mais comment a-t-il osé me faire un truc pareil? » Je sais que ça arrive pour vrai, là, mais dans un livre, non, je veux pas lire ça, ça me tombe sur le gros nerf. Genre, ça me donne le goût de m'allier avec les méchants, puis je suis pas un bully dans la vie. Numéro 8, les finales qui sortent de nulle part. Si vous me suivez, vous savez que je suis devin. Je devine toujours la fin. Donc, j'aime ça être surprise. Mais quand je suis surprise, j'aime ça pouvoir me dire « Ah, j'aurais pu le trouver pour telle raison. J'aurais pu. » Ça veut dire que c'est bien construit, que les fils sont noués, qu'il y a des indices qui sont donnés. Mais quand la fin est parachutée de nulle part, c'est quoi le rapport? Pourquoi j'ai lu ça? Pourquoi j'ai lu tout un trailer pour savoir que le personnage qui a tué, qu'on cherche depuis le début, en fait, c'est un autre personnage qu'on n'avait jamais vu de notre sainte vie dans l'histoire? Ou encore des extraterrestres qui débarquent soudainement sur la Terre? Ou finalement, c'était un rêve? C'est quand ça sort de la 8e dimension là, pour être original, pour moi, c'est officiel que ça passe pas. Dernier petit point, sinon je vais vraiment passer pour une grosse chialeuse, c'est quand il y a trop de péripéties. Ouais, je sais, ça semble bizarre, mais moi j'aime ça quand c'est lent. J'aime les romans lents, les romans d'atmosphère, où on voit les choses arriver, des romans où je peux vivre avec les personnages. Quand c'est péripéties sur péripéties sur péripéties, on dirait que ça va trop vite puis je suis pas capable d'embarquer dans le roman. Genre, tout de suite après avoir triomphé de l'elfe à 3 têtes cannibale, tout d'un coup, ils vont se reposer, mais le sol, en fait, c'était des sables mouvants remplis d'ONG radioactifs. Et là, quand il essaye de sortir de là, il s'accroche à une jambe. Mais en fait, non, c'était un boa constrictor empoisonné et télépathe. C'est comme trop vite tout le temps. C'est quoi les chances que ça arrive tout aux mêmes personnes, tout ça? C'est quoi les chances? En plus de ça, là, j'ai l'impression d'être devant un roman décrit par un jeune de secondaire 1 qui vient d'apprendre la notion de péripétie. Situation initiale, première péripétie, retour à la normale, deuxième péripétie, retour à la normale. J'ai l'impression de lire ça. Et ça, ben, c'est pas ce à quoi je m'attends quand je lis un roman qui a été publié et édité et qui a passé par plusieurs mains. Fait que je suis pas capable d'embarquer dedans. On dirait que j'ai pas le temps de respirer, de m'installer avec les personnages, j'ai pas le temps de les connaître. On les voit juste dans des situations d'urgence
épouvantable. Le pire du pire, c'est que pendant ces situations d'urgence épouvantables-là, il pense pas au boa constricteur télépathe, mais il pense plutôt à la douce courbe de son sein ou à la bosse qui apparaît de temps en temps dans son pantalon et qui doit être si douce à caresser. Voir si on pense à ça. En tout cas, moi, dans les sables mouvants avec une elfe puis un boa, là, c'est la dernière chose dont je vais avoir envie. Moi, je suis prude de même. Ah oui, la péripétie qui sort de nulle part. OK, t'es dans un roman, tout semble réglé, et là, peut-être que l'éditeur a dit « Il manque d'action dans le roman. Je vais donc ajouter une péripétie, une histoire qui arrive, mais qui n'a aucun espèce de lien avec l'intrigue principale, puis qui apporte strictement rien et qui est décrite en détail, avec des fois des trucs très, très gore. Genre, quand ça n'aura aucune incidence, pourquoi décrire un empoisonnement alimentaire avec force et détail, dont la texture du vomi? Pourquoi? Bref, ça me fatigue. J'en ai donc terminé avec cette vidéo et pour rester dans mon personnage de chialeuse, je vais me plaindre contre les camions qui passent sans arrêt et la lumière qui varie. Mais bon, aujourd'hui, c'est le but, c'est de bougonner. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous énerve, vous, dans les romans. C'est quoi vos pet peeves? Est-ce que vous en avez en commun avec moi? Est-ce qu'il y en a d'autres? Karine veut savoir. Sur ça, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine!